Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Si la France n'est pas directement impliquée dans cette guerre qui a été déclarée il y a quelques jours au Moyen-Orient, eh bien elle ne reste pas inactive. Le président de la République a annoncé il y a quelques jours à la fois le renforcement du dispositif Sentinelle face aux risques terroristes sur le territoire français. Il a également ordonné au groupe aéronaval du Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle, de quitter l'Atlantique Nord pour se rendre en Méditerranée orientale. Alors le groupe aéronaval du Charles de Gaulle, c'est un porte-avions bien sûr, 400 000 tonnes d'acier, mais c'est aussi des frégates, un sous-marin nucléaire d'attaque et puis un dispositif aérien hors du commun. Ce sont notamment 30 Rafale marines qui se trouvent à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Pendant des mois, nous avons suivi la formation, la sélection de ces pilotes hors pair, des premiers appontages à bord du Charles de Gaulle jusqu'aux missions top secret. Et juste après ce document, ne ratez pas celui qui va suivre sur les sous-marins nucléaires d'attaque. Guerre en Iran, dans les secrets du Charles de Gaulle, c'est un document signé Pascal Caron pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Depuis quelques jours, les bombes pleuvent sur l'Iran. Pour décapiter le régime, les États-Unis et Israël ont déclenché une attaque sans précédent. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé l'opération Fureur épique, l'une des plus massives et impressionnantes opérations militaires que le monde ait jamais connues. Déluge de missiles sur Téhéran et frappes aériennes. Avant peut-être une intervention terrestre. Mais le conflit se déroule aussi sur la mer, car les océans sont devenus l'un des principaux champs de bataille. 80% de ce que vous trouvez dans vos supermarchés est arrivé par la mer. Donc le fait qu'on passe d'un espace de liberté à un espace de conflictualité possible, ça a un impact direct sur nos sociétés. En mer Rouge, les gardiens de la Révolution et les rebelles Houthis s'attaquent aux cargos et aux tankers et menacent de paralyser le commerce mondial. Plus au nord, la Russie et l'Ukraine s'affrontent pour le contrôle de la mer Noire. En Asie, la marine chinoise étend son emprise. Pour régner sans partage sur les flots, toutes les nations cherchent à se procurer un atout majeur. La plupart des grands pays continuent à vouloir se doter de porte-avions, voire, quand ils n'en ont pas, essaient d'en acquérir. Si les États-Unis et leurs 11 porte-avions sont les seigneurs des mers, la Chine fait tourner ses chantiers navals à plein régime pour rattraper son retard. J'ai déjà fait des vols d'essai. Vous êtes tous des héros. Dans cette nouvelle bataille navale, la France est en pointe grâce à son navire amiral. J'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle fasse route vers la Méditerranée. Let's do it, on verra ce que ça donne. Décoller depuis un porte-avions, c'est le rêve de tous les jeunes qui s'engagent dans l'aéronaval. Je peux essayer d'être un tout petit peu plus souple sur tes mises en virage. Ces recrues sont prêtes à tout endurer pour y parvenir. Les oreilles, elles jouent de fond. De leur premier pas dans la boue, au très périlleux appontage dans l'obscurité totale. Immersion avec les pilotes d'élite de l'aéronaval. Pour dominer les mers et les océans du globe, la marine française dispose d'une véritable base militaire flottante, le porte-avions Charles de Gaulle. Ce monstre d'acier de 75 mètres de haut et de 260 mètres de long est un atout stratégique majeur pour la France. L'intérêt d'avoir un porte-avions, c'est évidemment qu'on a cette capacité de projection et qu'on peut aller n'importe où dans le monde. Et s'il y a des problèmes, on a la possibilité d'aller sur place, même sans alliés. Donc c'est vrai qu'on dit souvent, c'est 40 000 tonnes de diplomatie, un porte-avions. Grâce à sa propulsion nucléaire, le Charles de Gaulle peut théoriquement passer des années en mer, sans faire le plein. Seule contrainte, il faut ravitailler tous les bâtiments qui l'escortent. Un porte-avions, c'est accompagné de frégates de lutte anti-aérienne, de frégates de lutte anti-sous-marine,
et puis un sous-marin nucléaire d'attaque qui assure également la protection. Donc c'est un outil de suprématie aérienne et navale dans une zone maritime. Cette hyper-supériorité, le Charles de Gaulle l'obtient principalement parce qu'il peut embarquer plus d'une vingtaine d'avions de combat. C'est pas pour rien qu'on a quand même 3000 personnes pour permettre à quelques dizaines de pilotes de faire leur métier. C'est eux, comme on dit, la pointe du diamant. Tout est fait pour que eux puissent réussir leur mission. Ce jour-là, le porte-avions est justement en mission spéciale. 5 jeunes pilotes vont s'y poser pour la toute première fois. 7 nœuds, donc 3 nautiques 5. Pour réussir un tel exploit, les conditions météo doivent être bonnes. Bonjour à tous, repos. C'est le capitaine de vaisseau Florentin, le pacha du porte-avions, qui va lancer la mission. Alors, Commandant, actuellement, les éléments météo, on a un vent du nord-ouest pour environ 6 nœuds. ok, nickel. Quand un pilote est en qualification, l'objectif, c'est de lui donner les meilleures conditions possibles en matière de météo et de mouvement de plateforme pour qu'il puisse prendre le coup de main et apprendre à ponter sur le Charles de Gaulle. Et les 1500 marins présents à bord en ce moment travaillent tous à ça. Le pacha vérifie la météo, mais il surveille surtout les alentours. Quand j'arrive à la passerelle, je me fais briefer également sur la situation tactique. Donc là, pour le coup, c'est les mobiles qui nous entourent et savoir où sont les amis et les compétiteurs. Les Rafales marines, des bijoux technologiques à près de 100 millions d'euros pièce, vont entrer en piste. Sous l'étroite surveillance du capitaine de corvette Stéphane, c'est le chef des chiens jaunes. Ses personnels en gilet jaune sur le pont, qui aident au décollage. Forcément, lorsqu'il y a des qualifications à l'appontage avec des jeunes pilotes, on va prendre des marges de sécurité supplémentaires. Donc on va plus les espacer sur le pont, on va prendre des normes de sécurité en termes de personnel sur le pont qui est plus importante. Dans les entrailles du porte-avions, un pilote s'apprête à concrétiser 4 années d'intense formation. L'enseigne de vaisseau Thibault a déjà 150 heures de vol sur Rafale marine, mais il a uniquement atterri sur des pistes terrestres, bien plus longues que celles du Charles de Gaulle. Je me suis surpris, ça avait l'air gros sur les photos et c'est petit en vrai. Petite appréhension ou alors tu t'es hyper... Si, appréhension, oui forcément, parce que c'est la première surtout, donc voilà, il y a une première à tout. Ce sera pas la dernière. Comme Thibault ce jour-là, 5 autres jeunes pilotes vont tenter d'obtenir la qualification la plus importante de leur jeune carrière, la certification à l'appontage. C'est attendu mais redouté. Let's do it, on verra ce que ça donne. Un hélicoptère Dauphin va assurer la sécurité de cette mission à haut risque. En cas d'accident, il peut récupérer un pilote à l'eau en quelques minutes. La mission de qualification peut démarrer. Les chiens jaunes font décoller un Rafale toutes les 30 secondes. Une cadence très soutenue grâce à un système de catapulte à vapeur. Elle est déclenchée depuis cette cabine par le lieutenant de vaisseau Valentin. Correct. Alors c'est ici qu'on a le bouton qui permet de procéder à la mise à feu de l'avion. Arrêt pour latéral. J'ai reçu, tensionnement. La catapulte, c'est cette petite cale qui attrape la roue de l'avion. On est vert partout. Reçu, vert partout. Suspension, retour long. Suspension. Un véritable bijou de technologie qui propulse le Rafale de 0 à 250 km/h en à peine 3 secondes. Cette catapulte, c'est ce qui fait que le porte-avions français est presque unique au monde. Le groupe aéronaval français n'a d'équivalent pour l'instant que les groupes aéronavals américains. Pour une raison simple, c'est que comme ces équivalents américains, il est centré autour d'un porte-avions disposant d'une capacité de catapulte et brin d'arrêt. Les autres pays, comme la Grande-Bretagne, l'Inde, le Japon, l'Espagne ou l'Italie, ont des porte-aéronefs qui n'ont pas de catapulte. Sans catapulte, les avions doivent être très légers pour réussir à décoller.
Ils peuvent donc emporter beaucoup moins d'armement et moins de carburant, donc avec un rayon d'action beaucoup plus faible. Les Rafales du Charles de Gaulle, qui se rendent actuellement à l'est de la Méditerranée, ont un rayon d'action de plus de 1500 km. De quoi protéger nos alliés dans la région et potentiellement survoler l'Iran. Lancement, reçu, fin lancement. C'est très grisant de pouvoir catapulter des avions, c'est quelque chose de très atypique et qui procure un petit peu d'adrénaline. Il n'y a pas de manœuvre particulière quand c'est un jeune pilote. La séquence de catapultage se passe exactement de la même manière. La seule petite différence, c'est dans les phases d'appontage, on vient abaisser la cabine pour qu'elle soit au niveau du pont. Hors de question de faire courir le moindre risque aux élèves pilotes. Pour cette manœuvre très périlleuse, c'est le capitaine de corvette Justin, l'officier d'appontage qui va les guider. Tout est bon? Et les évaluer. Contrairement à terre où on a toujours une grande piste disponible, là il n'y a que la petite piste disponible. Elle se déplace sur l'eau, donc ça engendre une attention, une vigilance vraiment forte de la part du pilote. Pour freiner leur course, ils doivent impérativement attraper l'un de ces 3 filins, des brins d'arrêt, le plus centré possible. Marge d'erreur, moins de 2 mètres. Si on accroche le brin trop excentré, eh ben on risque de casser le matériel qui est sous le pont et donc rendre le brin indisponible pour plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc là, ça compromet l'emploi du Justin est en liaison radio permanente avec les pilotes. 28 nœuds au manuel d'hiver constant. Le premier qui se présente sur le pont. Voilà, le bateau vire. Rate sa descente. Voilà, c'est... On est rouge. Tu peux lever ton bras gauche. Justin lui ordonne de remettre les gaz. Il faut prendre la décision. Il y a un point où après c'est trop tard, quoi. Ça peut être dangereux, donc... Le deuxième pose ses roues. Mais sa crosse, le crochet qui se déploie à l'arrière, rate le dernier brin de quelques mètres. Il doit redécoller sur le champ. L'alignement, il fait une grosse correction et il part vraiment à gauche. Donc c'était... CLU. C'est au tour de Thibaut de se présenter sur le pont. Ouais, oh non, c'est pas mal. La crosse de son Rafale attrape l'un des brins. Ouais, il termine au brin 3. Il passe brillamment l'épreuve. Voilà, c'est assez satisfaisant quand même dans l'ensemble. Pour Thibaut, après 4 ans de formation, cette qualification à l'appontage de jour est une consécration. C'est quand on se fait catapulter pour la première fois. Une fois qu'on est en l'air, on n'a plus le choix. On se retrouve au-dessus du bateau, on se dit c'est quand même pas immense, quoi. Mais Thibaut est encore loin d'être un pilote embarqué. Pour devenir opérationnel, il lui reste à passer l'épreuve reine, la plus exigeante de la formation d'un pilote, l'appontage de nuit. Aux confins de la Bretagne, sur la base de Lanvéoc-Poulmic, quelques jeunes rêvent comme Thibaut de se poser un jour sur le Charles de Gaulle. C'est ici que la Marine nationale sélectionne les futurs pilotes de l'aéronavale. Allez, pour ensemble, garde à vous. Demi-tour, droite. Ah, c'est pas ça qui est ça. Prenez votre temps, c'est pas une course quand vous le faites. Ils ont entre 19 et 25 ans. Droite. Et ont été retenus parmi 120 candidats. Repos. Ça va vite rentrer, je suis pas inquiet pour vous. Rompez les rangs. Nicolas est le plus jeune de la promotion. Il a 19 ans et tout juste le bac en poche. C'est un rêve que j'ai depuis tout petit, d'être pilote. Depuis que je marche, je rêve de voler déjà. Et après, on n'arrive pas aux avions tout de suite comme ça. C'est beaucoup de travail au sol avant de pouvoir toucher aux avions. Allez, vas-y. Nicolas ne veut pas s'emballer. Il sait qu'il est en sursis. 30% des élèves vont être éliminés au cours des 3 premiers mois de sélection. C'est le capitaine de frégate Johan qui est chargé de l'écrémage.
Repos. Si j'étais une compagnie aérienne, vous auriez votre programme sur le prochain mois et vous commenceriez votre formation. Mais ce n'est pas des pilotes que je recherche, c'est des pilotes de combat. Et ça, il n'y a aucun modèle d'intelligence artificielle qui est capable de me dire si vous en êtes capable ou pas. En fonction de leurs résultats, les élèves seront affectés dans différentes filières. Certains deviendront pilotes de chasse, d'autres patrouilleurs maritimes ou pilotes d'hélicoptères. Mais avant d'avoir la chance de voler, ils vont devoir faire leurs preuves sur simulateur. Et surtout, passer d'intenses tests physiques. Pour l'ensemble, garde à vous. Sous les ordres de François, leur instructeur de sport. Retournement, au repos, bonjour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un niveau de condition physique important en tant que pilote? À votre avis, les gars, allez-y, pour encaisser certaines contraintes. Voilà, exactement. Contraintes au niveau de la charpente osseuse et au niveau de la colonne vertébrale. Et ça va jouer sur votre capacité à voler longtemps et de pouvoir déployer tout au long de votre carrière. Donc l'objectif, c'est de voler et de voler longtemps. Allez, pour ensemble, garde à vous. Allez, rompez les rangs, petite foulée derrière moi, c'est là. Allez, derrière. Après quelques kilomètres de course, François accélère. Allez. Il veut identifier les candidats les plus faibles sur le plan physique. C'est bon. Allez, soufflez, tirez-vous un petit peu. Marine, l'une des jeunes recrues, montre déjà des signes de fatigue inquiétants. Ok, on percute. En gros, on fait des sorties comme ça sur 10 bornes. Donc si vous n'êtes pas au niveau, il va falloir s'y mettre, les gars. Ok. Ce que je veux voir, c'est des gens qui sont pugnaces, combatifs, d'accord, et ça passe par le sport. Okay. Les aspirants doivent savoir courir, mais surtout savoir nager. Une question de vie ou de mort pour un pilote de l'aéronavale. Premier test dans la piscine du Cessan, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de la Marine nationale. C'est un des tests en fait, qui est obligatoire pour pouvoir prétendre à voler à bord des aéronefs de la Marine nationale. C'est-à-dire s'ils n'ont pas ce stage-là et s'ils ne réussissent pas le test, en fait, ils ne pourront pas commencer à voler à commencer la sélection en vol, en fait, infiniment, quoi. Mais ici, on ne plonge pas en slip de bain. Il faut enfiler tout un attirail. On a une combinaison de vol. Ensuite, on a la Mae West. Donc, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qui va se gonfler quand on sera dans l'eau pour nous faire remonter. Et donc ensuite les gants et le casque obligatoire. Premier exercice, la nage en apnée, dans une tempête simulée. Ils doivent tenir 30 secondes. C'est le maximum qu'on a besoin pour sortir de l'aéronef quand il sera immergé. Donc ça fait partie d'un des prérequis qu'on leur demande pour être sûr qu'ils puissent accomplir leur évacuation en sécurité après. Pour Marine, encore essoufflée par la course, le calvaire continue. Vous êtes surstressé là? Ça va être dur, hein? Au bout de quelques mètres, elle est obligée de sortir la tête de l'eau. Va pas y arriver, c'est pas possible. Hein. Il lui faudra 3 tentatives pour réussir l'exercice. Mais finalement, c'est concluant. On verra. C'est une sélection, faut pas l'oublier. D'autant que la prochaine épreuve est celle que tous les élèves redoutent, la cabine. Allez-y, rapprochez-vous, vous pouvez monter... Un cockpit d'avion reconstitué pour apprendre à se sortir d'un crash en mer. La cabine va descendre, je prends ma respiration et je prépare mon vassalva. Et là, je vais évacuer. C'est bon pour tout le monde? Allez. Marine monte la première dans le cockpit. Au fond de la piscine, un plongeur assure la sécurité. Allez, action. La cabine s'immerge, puis se retourne. Après de longues secondes, elle parvient à s'extraire. La jeune femme rattrape sa piètre performance de l'apnée. Alors? Plus fun que ce qu'on a eu avant. T'as mieux négocié? Oui. 6 mois plus tard, Marine va réaliser son rêve, intégrer la filière pilote d'hélicoptère de l'aéronavale. Nicolas, lui aussi, réussit l'épreuve sans encombre.
Ah, ça fait de bonnes sensations, c'est surprenant. Par contre, on perd tous les repères. Hein. Ça fait drôle, mais c'est sympa. Voilà. À refaire. Nicolas a le sourire, mais l'épreuve suivante va être beaucoup plus rude. Au pas de course, direction le port de Lanvéoc. Un avion s'est crashé en zone ennemie. Ils doivent aller récupérer la boîte noire de l'appareil. La température extérieure est de 5 degrés seulement. Les instructeurs jouent le rôle des ennemis. Ils cherchent à créer la panique chez les élèves, avec des grenades à plâtre. Et on s'attend, on s'attend. On se cache, les gars, on se cache. On se cache contre le talus. Grimez-vous là, avec de la boue, allez, je veux plus voir. Lui un visage. Allez, je veux plus voir de peau. Oh. Allez, aidez-vous là. Allez, ça rentre, les gars. Allez, allez. Première victoire pour le groupe. On va devenir des militaires. Ils ont retrouvé la boîte noire peinte en orange. Allez, vous avez une mission à accomplir. Vous avez pas le temps, dépêchez-vous là, dépêchez-vous. Mais Nicolas serre les dents, Allez, on avance. car il vient de se fouler la cheville. Allez, bisous. Allez. En récompense de leurs efforts, c'est toilette obligatoire dans l'eau glacée. Mettez en ligne devant. En ligne. Allez, on sort, allez. Ouais. En ligne, race, allez. À bout de force, Nicolas ne peut plus cacher sa blessure. S'il y en a qui ont mal quelque part, fortement. T'as mal où? Cheville gauche. Il est contraint d'abandonner l'exercice. Là, on va te prendre en charge. Tranquille. Tu vas te réchauffer dans un véhicule. Tu vas arrêter de marcher. T'es pas en plaie ouverte, il n'y a pas de souci. Pas de gros soucis physiques. Mais cette blessure pourrait briser son rêve d'enfant. J'ai peur d'être inapte après pour les sélections. Sélection en vol, ça peut nous mettre inapte. Et là, si on est inapte, on peut plus voler. C'est foutu. Après plusieurs semaines de convalescence, Et bon, ah. la cheville de Nicolas est finalement guérie. Sur les 12 aspirants du début, ils ne sont plus que 8 en course. C'est ça, on est dans le jus, on se concentre. On va essayer de tout faire bien comme on nous a appris. Au bout de 3 semaines de formation théorique, les élèves pilotes vont enfin prendre leur premier envol. À bord du Cap 10, l'avion de voltige de la Marine nationale. Fonctionnement vérifié, cohérent, voyant, testé. Mais Nicolas n'a pas encore le privilège de prendre les commandes. 70 km/h, espace de points, mieux que la droite. Le lieutenant de vaisseau Luc, son instructeur, se charge du décollage. Garde la biosens, on regarde l'axe de piste. Vous êtes prêt pour récupérer les commandes? Une fois dans les airs, Nicolas peut enfin prendre le manche en main. Tu peux viser Whisky Papa, donc extérieur. Extérieur devant, intérieur devant. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Ça a l'air facile pour toi? Tu vas mettre le cap sur chemin. Extérieur devant, intérieur devant. Tu peux essayer d'être un tout petit peu plus souple sur tes mises en virage. On va voir si on a un peu de la voltige. Luc reprend alors les commandes pour donner quelques sensations fortes à son élève. On regarde le néo. On risque de passer un peu dans les nuages, léger. On verra encore le sol là. Il lui fait faire une boucle pour vérifier qu'il a le cœur bien accroché. Ça va? Très bien. Tu es imperturbable. Nicolas a visiblement le pilotage dans le sang. Si tout va bien, il poursuivra dans quelques mois sa formation aux États-Unis. Un passage obligé pour tous les apprentis pilotes français. Depuis une trentaine d'années, les forces aéronavales françaises et américaines s'entraînent et coopèrent ensemble. Même si la relation pourrait paraître un peu déséquilibrée. Si la France ne peut compter que sur le Charles de Gaulle, la marine américaine, elle, dispose de 11 porte-avions. Les Américains ont beau avoir 11 groupes aéronavals, ils sont extrêmement contents qu'il existe un groupe aéronaval français parce que justement, cela permet de pallier
l'indisponibilité de leur propre groupe aéronaval. Ils ont une disponibilité de leur groupe de porte-avions à peu près à 50%, c'est-à-dire qu'ils en ont 5 ou 6 à la mer pour des problèmes d'entretien, de disponibilité. Donc nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer aux États-Unis un porte-avions à catapulte qui soit capable de prendre le relais, par exemple, dans le golfe arabo-persique, comme ça s'est passé, ou en océan Indien, ou dans l'Asie-Pacifique, etc. Donc c'est une brique supplémentaire pour la sécurité des États-Unis. Dans le Mississippi, un militaire incarne à merveille cette coopération. S'il roule au volant d'une voiture typiquement américaine, le lieutenant de vaisseau Michael est bel et bien français. Bienvenue sur la NAS Meridian, donc Naval Air Station Meridian. Hey, how are you again? Cela fait 3 ans qu'il travaille sur la base de l'US Navy de Meridian. Donc là, on est en territoire militaire américain. On a décidé de s'appuyer sur notre allié, l'US Navy, qui lui forme plus de 300 pilotes par an dans cette discipline très particulière, qui est la chasse embarquée, et qui nous font bénéficier de toute leur expérience et de leur logistique. Avec 3300 hectares, cette base est 10 fois plus grande que la principale base française. Et elle accueille 10 fois plus d'appareils que tout l'Hexagone. Ici, 80 avions d'entraînement sont à disposition des pilotes. C'est l'usine à pilotes. Ah, ça a des potes, il y a des moyens, il y a des avions, il y a beaucoup d'aspi, donc ça envoie du lourd. En ce moment, Michael, l'instructeur français, forme un soldat américain. We tried that before. Okay. Allez, on y va. Thank you. Merci. On va faire le briefing de coordination. On commence par 2 tours à 90 degrés, juste pour vous remettre en selle. Et à partir de là, on passe aux exercices. On est complètement intégré à l'escadron et on vole indifféremment avec des élèves américains ou français. On est d'instructeurs à part entière dans toutes les disciplines. Et l'idée, c'est vraiment la coopération. Une collaboration que l'on affiche fièrement sur les murs. T'as vraiment la trace de la French Navy. Si tu regardes un peu partout, tu vas voir les drapeaux français. Et moi, 18 juillet 2008, j'avais pas de barbe et j'avais encore quelques cheveux. Ça en dit long quand même sur les liens, et sur l'interopérabilité et sur cette histoire qui fait partie de nous et qui fait partie aujourd'hui de l'histoire du groupe aérien embarqué. Nos forces sont si étroitement liées que le Charles de Gaulle est le seul bâtiment étranger à pouvoir accueillir les Super Hornets de l'US Navy. Et les Rafales français, eux, peuvent apponter sur les porte-avions américains. Les pilotes français ont une réputation d'être très très bons parce que notamment il y a un niveau d'exigence qui est plus élevé qu'aux États-Unis parce que notre porte-avions, il est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus difficile à poser. Donc déjà en termes de finesse de pilotage, c'est un cran au-dessus de ce que font les homologues internationaux. Ce qui n'empêche pas les pilotes américains de chambrer leurs alliés français. On apprécie vraiment les élèves français. Ils sont cool. Ouais, c'est des bons pilotes et des bons camarades. Bon, on les croise pas beaucoup à la salle de sport. Mais en revanche, ils courent beaucoup. Ils sont forts à la course. Ils sont plutôt en forme. Disons que les Américains savent mettre l'ambiance en général. Les enseignes de vaisseaux Yvan et Louis sont ici depuis 1 an. Et ils s'approchent du but. Salut les gars, vous êtes prêts? Aujourd'hui, dans une ambiance plus start-up que militaire, Batman, leur instructeur, vous vous déployez de ce côté et vous arrêtez là, à 3 degrés. Va les briefer pour leur dernier vol sur piste terrestre, avant d'apponter sur un porte-avions dans quelques jours. On y va. On était tous les deux un peu stressés en partant, enfin même pas mal disons. Les officiers d'appontage nous ont quand même bien rassurés, ils nous ont dit de nous détendre et que si on fait ce qu'on a fait jusque-là, ça devrait bien se passer. Direction le vestiaire, dont la taille est proportionnelle à la puissance militaire américaine. Il compte plus de 200 combinaisons de vol. Tout est beaucoup plus gros. Si les Français viennent se former ici, c'est aussi pour avoir accès à des machines plus puissantes. Sur la base de Meridian, l'enseigne de vaisseau Yvan pilote pour la première fois un jet à réaction, le T-45.
Je pense pour tout le monde, c'était l'avion un petit peu le plus compliqué à prendre en main au tout début. Et surtout qu'on nous demande de faire des choses assez compliquées avec, pour tout ce qu'on fait actuellement, les appontages simulés sur piste. Mais au bout d'un moment, en fait, à force de voler, de pratiquer, ça finit par rentrer. Et on le fait de plus en plus facilement et on y pense de moins en moins. Avant leur première sortie sur un porte-avions, ils vont être jugés par les instructeurs français et américains. Entre Batman, Michael et les autres, l'ambiance est bon enfant, car ils coopèrent depuis des années et se connaissent parfaitement. Pendant une mission, je suis allé sur le Charles de Gaulle. Donc j'ai pu constater sur place les différences avec nos porte-avions. C'était génial de pouvoir faire ça. Comme ça, maintenant que je suis de retour ici, je peux adapter mon enseignement au français et on a un lien particulier du coup. Une coopération de plus en plus incertaine, avec les revirements politiques du président Trump. Mais entre instructeurs-pilotes, on évite les sujets qui fâchent. On ne fait pas du tout de politique, on n'en parle pas, et c'est bien comme ça. Et nous, on reste des militaires, on est de la Marine nationale, ils sont de l'US Navy, on est alliés interopérables et on travaille avec eux main dans la main. C'est sur cette piste, qui recrée les conditions du pont d'un porte-avions, que les enseignes de vaisseaux Yvan et Louis vont réaliser leur dernier exercice, un appontage simulé. Là, c'est un de nos pilotes français, ouais. Les instructeurs jugent leurs angles d'approche sur la piste, mais veulent surtout tester leur réactivité. Moteur, moteur, moteur! Vénus ordonne subitement à Yvan de remettre les gaz. Fini avec un peu de puissance. 2 corrections, puis remise des gaz. Tout est scrupuleusement noté. C'est un bon entraînement pour eux. Avec ça, ils sont pas prêts de refaire les mêmes erreurs. Cette manœuvre spectaculaire, c'est le touch and go. Un peu trop de puissance au milieu. Encore un peu trop de puissance sur la fin. Les pilotes doivent obéir aux ordres en une fraction de seconde et faire preuve d'une confiance aveugle envers leurs officiers d'appontage. C'est un bon passage, ça, hein. C'est exactement ce qu'on veut. Batman vient féliciter ses 2 élèves directement sur la piste. C'est un petit peu de spirit, comme ils appellent. C'est pour les motiver, leur donner l'envie de se donner à fond. C'est très américain. Séance validée pour les pilotes français, qui dans quelques jours vont apponter sur un porte-avions américain dans le golfe du Mexique. C'est pas mal du tout. Je pense qu'ils seront prêts pour le bateau. En attendant cette étape cruciale de leur formation, musique country, dispensable. Yvan et Louis vont faire quelques emplettes pour le déjeuner. Et ici, dans les supermarchés du Mississippi, comme sur la base de l'US Navy, tout est de taille XXL. Les rayons de viande sont souvent plus gros que les rayons de fruits et légumes aux États-Unis. C'est des portions pour 3 ou 4, alors que nous, en France, c'est pour 10 peut-être. Pour leur séjour d'1 an aux États-Unis, Yvan et Louis ont loué une jolie maison au bord d'un lac. On passe par dehors. Pour bien marquer la présence de l'aéronavale française sur le sol américain, ils font fièrement flotter les couleurs nationales. Aux États-Unis, il y a énormément de maisons qui ont un minimal drapeau américain et même des fois des drapeaux politiques. Louis vit ici avec sa fiancée Cassandre, qui a ses astuces pour ne pas avoir le mal du pays. On avait envie d'avoir un petit goût de France à chaque fois pour déjeuner, donc je me suis mise à la fabrication de mon propre pain. Donc à peu près tous les 2 jours, je fais des baguettes que j'ai même fait goûter aux Américains et qu'ils apprécient. Donc ça a quasi le même goût qu'en France. Voilà, ça chauffe un petit peu. Malgré ses critiques à l'égard de l'OTAN, pour l'instant, Donald Trump n'a pas remis en cause la coopération franco-américaine. Le résultat. Une éventualité qui n'inquiète pas outre mesure Yvan et Louis. On ne sait pas ce qui se passera dans les mois et les années qui arrivent, mais je pense que si jamais on doit arrêter, je pense que la France serait capable de se débrouiller
Ça sera peut-être compliqué pour la France de le faire, mais je pense qu'on a le niveau et qu'on sait faire. Si ça arrive de manière soudaine, effectivement, il y aura forcément une petite période de flottement où on va chercher nos marques, quoi. Mais je doute pas en nos capacités à trouver un moyen de s'adapter à ça. La coopération militaire franco-américaine, a priori, il n'y a aucune raison qu'elle prenne fin, puisque nous faisons face à des défis qui sont communs et nous avons de manière globale une communauté de vue sur les grands enjeux du monde. Car ces grands enjeux du monde, ils sont en plein bouleversement depuis quelques années. Agression russe, expansionnisme chinois, poudrière moyen-orientale. Jamais le monde n'a paru aussi instable depuis des décennies. La première rupture, c'est le retour des stratégies de puissance. Ça veut dire le retour des politiques de la force et du fait accompli. La deuxième rupture, c'est une contestation des espaces communs, la mer, le cyberespace et l'espace exo-atmosphérique, qui étaient des espaces qui avaient été créés pour la mondialisation comme des espaces de liberté. Aujourd'hui, ils sont en train de se conflictualiser. Pour la mer, c'est important. Il faut comprendre que 80% de ce que vous trouvez dans vos supermarchés est arrivé par la mer. Donc le fait qu'on passe d'un espace de liberté à un espace de conflictualité possible, ça a un impact direct sur nos sociétés. Les gardiens de la révolution iranienne l'ont bien compris. En riposte à l'attaque américaine, ils ont tenté de fermer l'accès au détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz. Pour les en empêcher, les États-Unis cherchent à détruire méthodiquement la flotte iranienne. Il y a 5 jours, un de leurs sous-marins a torpillé un navire iranien. Une première depuis 1945. Mais d'autres puissances ont aussi décidé de faire de la mer un nouvel espace de combat. Au premier rang d'entre elles, la Chine. La Chine a compris que pour être une puissance mondiale, il fallait une thalassocratie, donc occuper les mers. Et la Chine, aujourd'hui, construit une fois la marine française, qui est la plus grande des marines européennes, tous les 3 ans. Une modernisation à marche forcée de sa flotte, que le régime met en scène dans de très lyriques clips de propagande. La Chine s'est surtout mise en tête de construire le roi des mers, le porte-avions. La Chine, aujourd'hui, est en train d'achever son 3e porte-avions, qui est un porte-avions à catapulte. Il y a 10 ans, ils avaient un seul porte-avions, qui était un ancien porte-avions de l'Ukraine. Ce nouveau porte-avions chinois, c'est le Fujian. Plus de 2000 représentants des forces navales et des équipes de construction du porte-avions se sont soigneusement alignés sur le quai. L'atmosphère était solennelle et chaleureuse. Un vaisseau amiral de 80 000 tonnes, presque le double du Charles de Gaulle. Inauguré en grande pompe par le président Xi Jinping en novembre dernier. Je suis Ai Ho, chef d'équipe du radar de navigation. C'est la 2e fois que je passe en revue devant vous, j'en suis très honoré. Les feux des missiles d'abord. Oui, monsieur le président. Avec son tonnage équivalent au porte-avions américain et ses catapultes capables de lancer le J-35, l'avion furtif de dernière génération, le Fujian place la Chine au sommet de l'aéronaval mondial. Et le pays ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, ils sont en train de construire le 4e porte-avions qui, selon les renseignements, sera non seulement à catapulte, mais à propulsion nucléaire. La propulsion nucléaire, comme sur le Charles de Gaulle, permettra aux Chinois d'avoir une autonomie de plusieurs années, sans ravitaillement. Dans cet espace stratégique qui est de plus en plus compétitif, il ne faut pas perdre notre avance. On est dans une période où on domine toujours technologiquement, mais on est en train d'être rattrapé. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient subitement mauvais. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui deviennent bons. Pour ne pas se retrouver en retard d'une guerre, la France est donc en train de construire le porte-avions de demain, le remplaçant du Charles de Gaulle. C'est ici, dans la banlieue de Nantes, que le projet prend forme. Chez Naval Group, pour la Direction Générale de l'Armement. Le directeur du site, c'est cet homme, Bertrand Schroeffenegger. Alors voici le porte-avions de nouvelle génération. Enfin, pour l'instant, sa maquette.
Ce sera le plus grand navire militaire à propulsion nucléaire jamais construit en Europe. Il a des dimensions XXL incroyables, donc c'est plus de 300 mètres de long. Vous avez un pont d'envol d'une surface de 17 000 mètres carrés. C'est quasi 4 terrains de foot. Et puis 75 000 tonnes à propulser à la vitesse de 50 km à l'heure, et ce grâce à ces 2 chaufferets nucléaires. Ce nouveau navire, 30% plus grand que le Charles de Gaulle, rivalise de taille avec les porte-avions américains actuels. Et puis ce pont d'envol, il a une capacité d'emporter une 3e catapulte. Ces 2 chaufferets nucléaires vont lui donner une durée de vie de 40 ans et une pleine autonomie pour parcourir des dizaines de tours du monde. Autonomie, indépendance, souveraineté grâce à l'énergie nucléaire. La propulsion nucléaire, c'est justement le travail de Naval Group. C'est la partie la plus technique et la plus longue à fabriquer. La plus secrète également. Le directeur nous emmène dans un bâtiment hautement confidentiel. C'est ici que sera construit le cœur du réacteur. Ce sont des zones classifiées. Ce sont des objets, des pièces qui sont importantes pour la sûreté du pays. Secret défense, quoi. Secret défense, tout à fait. Impossible de filmer les hélices ou l'usinage des pièces détachées sur notre passage. Arrivés devant la nef A, nous devons franchir un nouveau sas de sécurité. Qu'est-ce que vous faites, Bertrand, là? Alors, il est interdit de rentrer dans cette zone avec des objets connectés, tels que des montres ou des téléphones. C'est une zone qui est classifiée. Encore plus que la précédente? Encore plus que la précédente, parce que là, on est sur le porte-avions de nouvelle génération, et derrière moi, on va usiner les premières pièces qui constituent les chaufferies nucléaires du porte-avions. Pour usiner et assembler les chaufferies nucléaires, Naval Group a dû faire construire dans ce hangar une machine unique en Europe. Le porte-avions nouvelle génération, c'est des composants de taille XXL. Et l'outil industriel a dû évoluer pour s'adapter. On change de classe, de dimension par rapport au Charles de Gaulle. Ce plateau, il fait 7 mètres de diamètre. Il peut accueillir des pièces de 200 tonnes. On est 2 fois plus lourd, 2 fois plus grand que le porte-avions Charles de Gaulle. Un monstre d'acier, difficile à imaginer sans image. Alors, pour se projeter et travailler sur la disposition précise des éléments, les ingénieurs ont recréé le navire en réalité virtuelle. Bonjour Charlie. Bonjour Bertrand. Ça va? Ça va bien. Alors cette maquette numérique, elle avance bien? On avance bien. On peut se balader sur le pont d'envol du porte-avions nouvelle génération. Il est magnifique. Hein. Là, je vois que les maquettes des avions ont été mises en place sur le pont d'envol. Oui, ça y est. On se rend compte de toute la capacité qu'il offre à embarquer tous ces avions. Oui. On voit les Rafales marines, le chasseur de nouvelle génération. Là, c'est parfait. Mais tout ça va rester virtuel pendant un bon moment. Il faudra plus de 6 ans, rien que pour mettre au point la propulsion nucléaire. Le porte-avions nouvelle génération ne devrait prendre la mer qu'en 2038. Et il y a un élément clé qui ne sera pas fabriqué en France. La réalité, c'est qu'on se dit souverain, on est souverain à 99,9%, mais il y a un élément crucial sur lequel on ne sait pas faire, c'est la catapulte. Développer une catapulte électromagnétique, ça représente des milliards d'euros d'investissement, c'est quasiment le prix du porte-avions lui-même. Donc on ne peut pas se permettre tout seul de développer ça, et donc on l'achète aux Américains en espérant qu'on n'ait pas de brouille avec eux. Je rappelle que juste après la guerre en Irak, quand les Américains ont envahi l'Irak et que nous avons dit non, eh bien ils ont arrêté de donner des pièces détachées pour la catapulte du Charles de Gaulle. À quelques mois près, on aurait pu être dans une situation où on ne pouvait plus faire décoller les avions de notre porte-avions. Si la France reste dépendante des États-Unis, elle fait partie du cercle très fermé des puissances à maîtriser une compétence hautement stratégique. L'appontage de nuit. Faire atterrir un avion sur un porte-avions dans l'obscurité la plus totale. Appontage de jour, appontage de nuit, appontage par tout type de conditions, font passer des messages pour dire justement qu'en fait, sur un groupe aéronaval, il n'y a jamais de moment off. On est toujours prêt à agir et à réagir suivant la situation stratégique et suivant la volonté du politique. En mer Méditerranée, sur le porte-avions Charles de Gaulle, une dizaine d'apprentis pilotes vont tenter d'effectuer cette prouesse pour la première fois. Pour la mission, la situation générale, on a vu la météo, elle est favorable. Il y a du vent assez fort à l'ouest. Pour le reste de la carrière de Thibaut, cette qualification est cruciale.
et elle va prendre une tournure imprévue. Ce qu'on souhaite, c'est que tu prennes à vue le plus tôt possible. Et à 600 pieds, là, il faut que tu prennes un peu le cap à ton compte et t'écoutes les tendances. Justin, l'officier d'appontage, lui distille ses derniers conseils. Ton approche, parce que c'est des conditions que tu n'as pas encore prévues. Surtout, force-toi à garder les ailes, ton VVI parallèle à l'horizon si tu es un peu perdu pour bien garder les ailes à plat. Allez, c'est ça bien. De nuit, un pilote qui regarde le bateau, il voit une image qui se déforme sur l'eau. C'est très difficile de faire le point sur où j'en suis de mon axe et comment lancer des corrections de trajectoire en pente pour venir chercher le bon point d'impact. Donc en gros, là, je lui donne quelques conseils pour aller un peu appréhender ces conditions-là, qui sont tout à fait à la hauteur de ses compétences et de son niveau actuel. Après 4 ans de formation, Thibaut s'approche du but. Il reste un match à gagner à chaque fois. Parce que c'est après coup qu'on se rend compte du caractère un peu exceptionnel de ce qu'on fait, mais le cerveau à 150% pendant 1h30, ça laisse assez peu de temps pour profiter entre guillemets. Voilà. Un à un, les rafales sont catapultées. Engagé à 30 libres. Puis c'est au tour de Thibaut. Chef de quart de PE. Après 1h30 de mission dans les airs, 305, 900 pieds, top. les premiers avions approchent du pont d'envol Droite, 700 pieds, top. 400 pieds, top, top. et se posent sans difficulté. Parfait. Bon, c'était bien, Thomas. Moral qualifiable sur UDIDEF. Mais Thibaut a un problème technique. Reçu. Sa crosse d'appontage ne s'active pas. Impossible d'attraper les filins. À bout de carburant, il reçoit l'ordre d'atterrir en urgence à l'aéroport le plus proche. C'est pas une panne grave en soi, mais vu son niveau d'expérience et les circonstances, on a préféré le dérouter ailleurs plutôt que de le ramener à bord. Je pense que ce soir, il a beaucoup mûri aéronautiquement. Il m'a démontré qu'il était capable d'être discipliné et de garder son sang-froid, même dans des circonstances qui peuvent être un petit peu critiques. Quelques jours plus tard, la crosse de Thibaut fonctionne. Il va enfin apponter de nuit. Tu es qualifié à l'appontage de nuit sur Rafale Marine. Bravo à toi. Il décroche sa précieuse qualification. Le lendemain, dans le ventre du porte-avions, le commandant de la flottille, le capitaine de frégate Emmanuel, bonjour les furieux, a rassemblé tous les marins pour une cérémonie. le bilan est extrêmement positif en termes quantitatifs et qualitatifs. On a réussi à qualifier 7 nouveaux pilotes à l'appontage de jour, un pilote à l'appontage de nuit et un jeune pilote à l'appontage de jour et de nuit. Thibaut, sortez des rangs. Je décide d'attribuer 10 points positifs à l'enseigne de vaisseau pour le motif suivant. Lors d'une mission d'entraînement à l'appontage de nuit sur le porte-avions Charles de Gaulle, l'enseigne de vaisseau est confrontée à une panne du circuit hydraulique 1 en sortie de catapulte. Pour sa rigueur, son sang-froid et sa maîtrise du pilotage, l'enseigne de vaisseau mérite d'être récompensée. Félicitations. Bienvenue dans la chasse embarquée. Je vous souhaite à tous un bon voyage retour maintenant à l'Andivisio et de bonnes permissions amplement méritées. Bonne journée à tous. Flottille 11F, gardez-vous. Dans le jargon de l'aéronavale, Thibaut est devenu ce que l'on appelle un hibou, un pilote de chasse capable d'apponter de nuit. Ça reste un honneur. Et c'est surtout le fait de voir que si sur le coup on se pose quand même pas mal de questions sur la qualité du traitement de la panne, etc., on voit qu'après coup c'était pas si mal et ça se finit bien. Donc ouais, c'est ça qui fait plaisir en fait.
Entre deux sessions d'appontage, les marins sont invités à se rendre sur le pont. La cueillette. Dès que vous ramassez quelque chose, vous levez la main. Le quartier-miette, ici présent, viendra vous voir et vous mettrez dans la poubelle. C'est bon? Au son d'une musique rock'n'roll, ils doivent ramasser les débris sur la piste d'envol. Une tradition qui s'appelle la cueillette. Tout ce qu'on peut récupérer sur le plan d'envol. Des déchets qui peuvent arriver à tout moment sur le plan d'envol et qui peuvent être dangereux. Des mégots, des bouchons d'oreilles et des petits projectiles qui sont dangereux pour nous. Toutes les personnes qui sont sur le point d'envol, c'est possible de les recevoir dans le visage. Pilotes, cuisiniers ou mécaniciens, tous sont rassemblés sans distinction de grade. On est en sécurité, on est clair et c'est parfait, ça peut voler. Face à l'embrasement que connaît le Moyen-Orient, le porte-avions Charles de Gaulle a été envoyé en urgence en Méditerranée pour y défendre les intérêts de la France et de ses alliés. Alors que la guerre au Proche-Orient fait rage, de l'Iran au Liban en passant par Israël, Emmanuel Macron a annoncé mardi soir le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Mais quel sera son rôle sur place? Pour commenter la situation, nous avons rendez-vous avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Général Trinquant, merci d'être avec nous. Parlons du Charles de Gaulle, qui va arriver sur zone incessamment sous peu dans les jours qui viennent, en Méditerranée orientale, sans doute entre Chypre et le Liban. Qu'est-ce que vous imaginez que peut être la mission de ce groupe dans les jours et semaines qui viennent? Alors je pense qu'il y a deux missions. La première mission, c'est au cours de son déploiement, depuis son annonce, montrer un outil de puissance majeur. Donc un outil de puissance qui se déploie au sud de l'Europe pour assurer la protection des pays européens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'avec son environnement, c'est le groupe aéronaval, le porte-avions, ses avions, ses Hawkeyes en particulier qui assurent la surveillance, plus les frégates, ça va être la capacité de défense antiaérienne dans une zone où il y a des menaces, sur Chypre, pas loin de la Turquie d'ailleurs également. Qui a été touché par des drones iraniens. Voilà. Et donc, pour éviter les dérapages, il vaut mieux monter des moyens antiaériens dans le cadre européen, c'est-à-dire c'est la France qui se met en protection sud, j'allais dire, de l'Europe, mais aussi de Chypre avec lequel on a des accords très particuliers. En positionnant le Charles de Gaulle au large du Liban, la France peut également assurer la protection des pays avec lesquels elle a des accords de défense. C'est le cas du Koweït, du Qatar, mais aussi d'Abu Dhabi, où la France dispose d'une implantation militaire de près d'1 millier d'hommes. Elle a récemment été attaquée par des drones iraniens. Alors, il y a une autre mission qui pourrait être d'assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Est-ce que ce groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle pourrait jouer un rôle, franchir le canal de Suez et aller assurer une certaine défense ou un cordon sanitaire autour du détroit d'Ormuz avec d'autres marines d'ailleurs? Dans le détroit d'Ormuz, au milieu, en ce moment, c'est zone de guerre. Et compte tenu des moyens américains déployés dans l'affaire, avec Central Command qui commande l'ensemble des opérations, je pense qu'on ne pourra que contribuer avec, si les Américains le veuillent. Ce n'est pas nous qui allons piloter une opération dans laquelle, j'allais dire, les Américains sont là jusqu'au cou. Maintenant, il faut absolument donner l'accès libre à ce détroit. Pourquoi? 20% du pétrole sort du Golfe. C'est un cul-de-sac, donc on est obligé de passer par Hormuz. Maintenant, je rassure, l'Europe, c'est 3% du trafic, c'est très très peu. C'est l'Asie. Et les premiers intéressés sont les Chinois, qui, dans l'affaire iranienne, aujourd'hui, jouent les observateurs avec un bateau espion qui observe tout ça, parce que tout ce que l'Amérique dépensera dans cette guerre ne sera pas disponible pour Taïwan. Et donc je pense que la Chine regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe actuellement dans le Golfe. Le Charles de Gaulle va rejoindre en Méditerranée orientale, probablement entre Chypre et le Liban, l'USS Lincoln, le porte-avions américain. Ils vont travailler ensemble, à votre avis, ou chacun dans son coin? Oui, ils sont forcés de se coordonner. L'espace aérien et maritime doit être coordonné, évidemment. Oui, parce que l'USS Lincoln, il est accompagné d'une quinzaine de navires. Oui, oui, mais la mission n'est pas la même. Je rappelle que le l'USS Lincoln a été envoyé en mer Méditerranée, alors qu'il y a un autre porte-avions en mer... le Gerald Ford. Le Gerald Ford, qui est de l'autre côté du détroit d'Ormuz.
Là, c'est pour protéger Israël. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est pour protéger le sud de l'Europe. Donc, ils ont une répartition des missions à faire entre eux, bien sûr. On vient de mettre en chantier un nouveau porte-avions. Est-ce que c'est, à votre avis, indispensable dans les guerres modernes? Écoutez, je crois qu'il faut y réfléchir. D'abord, le nouveau sera plus gros que l'ancien, donc avec plus de moyens. Il y a beaucoup d'avantages. En revanche, c'est une cible extraordinaire, surtout quand on n'en a qu'un. C'est stratégique. Et donc, tous les moyens peuvent être concentrés contre lui. Il doit sortir en 2038-2040. Est-ce qu'à cet horizon-là, on aura toujours besoin d'un porte-avions avec des avions pilotés à l'intérieur ou plus des plus petits bateaux avec des avions non pilotés, des drones, de sorte ça? C'est une question qu'il faut se poser. J'avoue que moi, je me poserai la question pour le futur président lorsqu'il sera élu en 2027. D'autant que ça va coûter 30 à 40 milliards d'euros, ce qui pèse très lourd, sachant que le budget militaire de la France, le budget de défense de la France chaque année, c'est 60 milliards. Exactement. Depuis une semaine, tous les regards sont tournés vers le ciel. Mais l'action la plus spectaculaire a eu lieu en mer, au large des côtes du Sri Lanka. Une opération américaine qui est une première depuis 80 ans. Un navire iranien a été coulé par une torpille tirée par un sous-marin américain, c'était mercredi. Qu'est-ce que revêt cette situation? Sachant que d'ailleurs la vidéo a été déclassifiée par le ministère de la Défense américain, histoire de se faire sans doute un peu de pub. On voyait des Américains, et en particulier le secrétaire d'État à la Défense, jubiler parce que depuis 1945, aucune torpille avait coulé un bateau. Ouais, très bien. Il y a 89 marins iraniens qui sont morts, plus des dizaines de disparus. Exactement. La chose importante, c'est que ce bateau était à côté du Sri Lanka, donc très loin du théâtre d'opération. Il avait participé à une manœuvre. Oui, oui. Et là, je pense qu'on a un sujet qui est l'extension du conflit. L'Iran est complètement acculé. Elle n'a pas d'alliés qui l'aident. La Russie ne l'aide pas, la Chine, je l'ai dit, observe plutôt. Les pays du Golfe, maintenant, se sont bloqués contre l'Iran. Donc l'Iran a un intérêt à étendre le conflit pour faire peur à tout le monde et pousser à la négociation. Et donc, là, ce sont les Américains qui étendent le conflit, donc qui donnent un peu de l'eau au moulin aux Iraniens. Le conflit, pour l'instant, il est aérien et maritime, puisque d'ailleurs les Américains se vantent d'avoir coulé l'essentiel de la flotte iranienne, d'ores et déjà, au bout de quelques jours. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber à un moment épuisement des stocks de missiles, de roquettes? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas s'épuiser? C'est un risque. Et j'ai bien apprécié l'intervention de M. Zelensky, le président ukrainien, qui a dit « On est prêt à vous céder des drones anti-drones, si vous nous cédez des missiles anti-missiles. » Parce que lui, ce qui l'inquiète, ce sont les missiles qui font des grosses destructions en Ukraine. Sur les drones anti-drones, ils sont extrêmement forts. Or, aujourd'hui, beaucoup des attaques ont été réussies par les drones. En particulier, grâce au fameux Shahed dont ils ont livré l'armée russe pendant et qui échappe un peu, parce qu'il y a la mer, donc ils sont très bas, ils échappent un peu au radar. Il y a en particulier un radar à Bahreïn, américain, qui a été détruit, qui est essentiel. Là, il y a une guerre de logistique. Absolument. C'est une guerre de logistique qui arrivera au bout de ses stocks. Et pour M. Trump, je rajouterai une guerre électorale. Son électorat est contre cette guerre. Donc combien de temps arrivera-t-il à tenir avec ses stocks et contre l'opinion des Américains? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Merci, mon général, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez publié récemment chez Robert Laffont « D'un monde à l'autre ». Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, dans Enquête exclusive, direction le nord-est brésilien. Pour moi, ici, c'est un paradis caché. C'est sublime. Des dunes de sable blanc à perte de vue, des lagons turquoises et 365 jours de soleil par an. Cette région, longtemps méconnue, est devenue le nouveau terrain de jeu des touristes et des millionnaires. C'est génial. Il fait 30 degrés, la mer est à 28 toute l'année. C'est la vraie aventure. Et voilà. Avec ses spots de kitesurf considérés comme les meilleurs du monde, le Nord-Est attire les amateurs de sensations fortes et de fêtes sans limite. Le Brésilien, il est très fêtard, il aime boire et il aime faire la fête, mais il aime aussi se mettre dans des états pas possibles. Mais derrière cette destination de vacances se cache une réalité bien plus sombre. Car Fortaleza, sa capitale, est l'une des 10 villes les plus dangereuses au monde. Ils vivent dans des favelas assez loin de la plage. Mais souvent, ils viennent ici pour voler.
Et le petit paradis est aujourd'hui menacé par la bétonisation et des constructions illégales qui défigurent son littoral. Nous vivons des moments très difficiles ici à Géry, avec des constructions anarchiques. Beaucoup de gens se croient propriétaires du village. Entre plage de rêve et extrême violence, tourisme de luxe et favela, enquête sur le double visage du nouvel Eldorado brésilien. Nord-Esté, le paradis menacé du Brésil, c'est la semaine prochaine à 23h dans Enquête exclusive. Les plateaux de cette émission ont été réalisés par Emo Touré et Margot Gésio, rédaction en chef d'Enquête exclusive Christophe Brûlé, Maud Brunel et Sophie Caranta, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.